Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, retour sur des faits de la semaine. La condamnation de Damana Pika, c'est quoi, Justin? Des analyses de nos consultants suivent aussi sur la situation au Gabon. Toujours pas de précision sur les candidatures pour la présidentielle du 12 avril 2025. Et justement, nos consultants que voici, en commençant par Lanciné Bakayoko. Bonsoir, Lanciné. Bonsoir, docteur Kolo Koulibaly. Bienvenue, Lanciné. Et bienvenue également à Saint-Claver. Oula, Saint-Claver, bonsoir. Bonsoir, docteur Kolo. Bienvenue. Et professeur Nanougo Koulibaly, bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur. Et docteur Bangali Ngoran, bonsoir, docteur. Bonsoir, Kolo. Et enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Messieurs, je souhaite la bienvenue dans le Club de la Presse. C'est une condamnation que rejettent évidemment les accusés. Pika Sekwa, condamné par la justice, entre autres pour atteinte à la défense nationale. Davis Soyo. Le deuxième vice-président du Conseil stratégique politique, Damana Adia Pikas, le secrétaire général adjoint, Justin Kwa Bonukwa, et le membre du bureau de la fédération de Yopougon, Lagui Ibo, tous issus du PPACI, condamnés à 10 ans de prison le mercredi 12 février dernier par la justice ivoirienne. 5 ans de privation de droits civiques et politiques pour Damana Adia Pikas et 5 ans d'interdiction de paraître dans des lieux publics, sauf dans leur lieu de naissance et de travail pour tous les trois. Ils ont été reconnus coupables de troubles à l'ordre public et d'incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Le jeudi 13 février 2025, le PPACI a condamné cette décision et l'a qualifiée d'instrumentalisation outrancière de la justice ivoirienne par le pouvoir en place. En réponse, le procureur Braman Koné a expliqué cette condamnation de 10 ans de prison ferme sans mandat de dépôt avant de déclarer que le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Malgré les explications du procureur de la République, le PPACI perçoit les condamnations de ses membres comme une persécution de l'opposition. Alors, messieurs, déjà les premiers commentaires. Saint-Claver ou là sur cette condamnation. Il faut dire que le procès qui a commencé et débuté depuis plusieurs années connaît un dénouement malheureux pour l'opposition, avec le procureur Koné Brahma, qui a jugé aussi de l'affaire de l'ancien président du conseil régional de Bouaké, le président Jacques Mangwa, et il se retrouve encore sur l'affaire de personnalité politique, Jacques Mangwa, qui a été vice-président du PDCI RDA et président du conseil régional, comme je l'ai dit tantôt, et se retrouve encore sur le dossier de responsable du PPACI. Est-ce un hasard ou est-ce une personnalité, comme on le critique toujours, de la justice comme instrument pour museler l'opposition, pour chercher à éteindre l'opposition? Je me pose la question, mais je dis, en fait, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que, je prends au mot le président de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, qui, juste après ce procès, a dit aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, l'impression qu'a son organisation, c'est que les poursuites sont sélectives et que l'opposition est de plus en plus visée par les poursuites par la justice. Donc voilà le premier constat que je voulais faire avant qu'on entre dans le vif du sujet. L'ancien Bakayoko, un regard sur cette condamnation. L'opposition, évidemment, qui n'est pas d'accord avec ce verdict. Oui, l'opposition est dans son droit. Et puis bon, vous savez, les avocats de la défense, il y a une lexicologie qui est toujours dans leur besace. C'est de dire c'est une condamnation politique, c'est une condamnation instrumentalisée, ou alors le dossier est vide. Et ça, tout le monde le sait. Donc, je pense qu'ils n'ont rien dit de nouveau, ni l'Observatoire dont faisait allusion, ou là aussi, tout ça, il n'y a rien de nouveau à cela. Je pense que c'est un signal qui est donné à ceux qui n'ont pas encore compris la nécessité d'aller à la paix. Je voudrais juste rappeler en parenthèse que ce n'est pas le procureur Brahma Koné qui a
commencé cette affaire qui les a inculpés. Non, c'est la continuité de service. Cette affaire date depuis 2021, donc lui, il est venu tout dernièrement. Donc ce n'est pas lui qui a commencé l'affaire, mais vous savez, l'administration est une continuité, donc lui, il a pris le relais. Et je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui le tenir responsable de ce qui est arrivé aux membres du PPACI. Bon, ce que je voudrais ajouter, c'est que les membres du PPACI devraient se remettre en cause, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est que Damana Picasse et Justin et Hippolyte se présentent un peu comme les va-t-en-guerre d'un pays qui a besoin de paix. Vous savez, Damana Picasse, oui, lui, il est coutumier du désordre, oui, mais les autres, il y a une relative retenue, mais qui est rompue de temps en temps, j'en conviens. Mais je crois que c'est une décision qui est, à mon avis, qui fait preuve d'exemple, qui va servir d'exemple pour tous ceux qui n'ont pas envie que la Côte d'Ivoire amorce un développement réel. Et ça, je salue cette décision. C'est lourd comme décision, docteur Bangali? Je pense qu'on ne peut pas en juger quant au fond de la question, tout simplement parce que il y a quelques années en arrière, il y a eu une réforme de l'article 185 du Code pénal, notamment les alinéas 2 et 3, qui font désormais interdiction de commenter toute décision de justice, au risque de se solidariser, d'être poursuivi parce qu'on se serait solidarisé avec les incriminés ou d'avoir tenté de jeter un discrédit sur les autorités judiciaires qui l'ont prononcé. Donc, à l'époque, quand cette réforme de l'article 185 a été diligentée, on a mené des débats pour attirer l'attention des décideurs publics sur le fait que le risque qu'il y avait, en modifiant cet article-là, de bâillonner donc les observateurs, ou en tout cas ceux qui contribuaient au débat national. Aujourd'hui, cette réforme est passée, donc malheureusement, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le fond de la question. Alors donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire quelques commentaires à partir de ce qu'a déclaré le procureur de la République dans sa conférence de presse. Alors, selon ce qu'il nous a dit, sa réquisition initiale, c'était de demander au tribunal de les condamner à 20 ans ferme de réclusion. Et le juge, ou en tout cas le tribunal étant souverain, ils ont estimé qu'ils avaient des circonstances atténuantes qui faisaient qu'ils ont décidé de le condamner à 10 ans, mais sans mandat de dépôt. Qu'est-ce que le mandat de dépôt? C'est un acte de justice qui est émis par soit le juge siégeant ou en tout cas le tribunal, au terme duquel on décide, après le procès, de conduire directement en prison les auteurs qui sont incriminés. Dans le cas d'espèce, si je m'en tiens encore une fois au propos du procureur lui-même, le tribunal a estimé que ces acteurs qui étaient incriminés bénéficiaient de circonstances atténuantes. C'est vrai qu'il n'est pas allé en profondeur pour ne pas lui-même venir critiquer donc son travail, mais quand on recoupe tout ce qui a été entendu pendant le procès, on se rend compte que le procureur, sinon le tribunal n'a pas suivi la réquisition du procureur, tout simplement parce qu'on s'est basé essentiellement sur des témoignages d'un co-accusé pour incriminer, donc que ce soit dans le cas de Damana Picasse, surtout dans le cas de Damana Picasse, il n'y a pas eu de flagrant délit, il n'y a pas eu de preuves directes telles que par exemple des enregistrements technologiques authentifiés qui pouvaient lui être, disons, confrontés, mais il s'agissait pour le procureur ou en tout cas les enquêteurs d'amener donc un des co-accusés à faire si vous voulez, un témoignage à charge de Damana Picasse, qui aurait été, par l'intermédiaire de son homme de main qui s'appelle Kakri Kaza, qui lui-même aujourd'hui est en fuite, qui aurait donc été celui qui a planifié donc toute la stratégie et financé. Et donc, essentiellement, pour ce qu'on doit retenir, c'est que la condamnation s'appuie sur la base du témoignage d'un des acteurs impliqués dans l'affaire. Et généralement, quand c'est comme ça, disons que dans ce cas de figure-là, il y a une chaîne d'acteurs qui a été constituée, mais il se trouve que les chaînons qui liaient celui qui témoigne et Damana Picasse, donc il y a un chaînon au milieu qui a pris la fuite, qui n'était pas au procès, de sorte qu'on s'est retrouvé dans une situation où c'était la parole de Denis, et je crois Jean-Paul Denis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, la parole de Jean-Paul Denis contre celle de Damana Picasse. Alors, le chaînon qui les liait, donc le nommé Kakri Kaza, serait en fuite, n'a pas participé au procès.
Et donc, ça fait que ces éléments-là font que finalement, même si, quand même, le tribunal a statué sur des faits qui se sont effectivement produits, parce que le camp commando du 2e bataillon projetable d'Abobo a été effectivement attaqué, mais en même temps qu'il y a des faits qui démontrent que l'événement a eu lieu. Alors, quant à la chaîne des responsabilités, il a été difficile pour le tribunal de situer de manière claire la responsabilité de Damana Picasse. Donc, je crois que pour tous ces facteurs-là, on a considéré qu'il avait des circonstances atténuantes parce qu'il n'était pas directement, avec des preuves, en tout cas qu'on puisse lui confronter, impliqué dans l'opération. Qui veut réagir, mais on aura d'abord ce premier commentaire de professeur Nanougo, et puis on vous redonne la parole, Saint-Claver. Merci beaucoup, docteur. En fait, c'est vraiment, comme Saint-Claver l'a dit, c'est l'aboutissement d'un procès qui a démarré depuis déjà quelques temps avec un procureur, ensuite qui a été remplacé par un autre dans la continuité de l'administration. Alors, l'attention a beaucoup été attirée par la non-émission d'un mandat de dépôt qui permet aux prévenus de repartir tranquillement à la maison. Mais ça aussi, ça s'explique par le fait qu'ils comparaissaient déjà libres. Donc, en général, quand on comparaît libre, on peut être condamné sans qu'un mandat de dépôt soit émis pour vous conduire en prison. Il y a aussi, les uns et les autres, on évoque une question de politique. Bon, enfin, je pense qu'il y a aussi une mauvaise compréhension, une méconnaissance de la notion d'indépendance de la justice, voilà, parce que le procureur, il a son travail qu'il fait, les juges du siège, ils ont leur travail qu'ils font, chacun a ses marges. Bon, a priori, il y a des faits qui leur sont reprochés, mais en général aussi pour l'établissement les atteintes à la sûreté de l'État et tout, une fois qu'il y a des indices déjà qui prouvent que vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre, le procès peut se faire sans vraiment grand souci. C'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, c'est l'aboutissement, je dirais, normal d'un procès qui a... Saint-Claver, ou là? Oui, bon, c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure le professeur à ma droite, ils peuvent bénéficier de circonstances atténuantes et le professeur Nango l'a ajouté. Il paraissait libre, donc... on pourrait considérer, mais au-delà de ce qu'ils disent, c'est que les concernés ont été aussi privés de leurs droits civiques et civils. Ils ont été privés de comparaître sur l'ensemble du territoire, en dehors des zones qui ont été bien définies. Et il faut dire que ces personnalités-là, c'est pas n'importe qui. C'est des personnalités qui appartiennent à un parti politique, et non des moindres de l'opposition, le parti dont le président Laurent Gbagbo est le premier responsable, le PPACI. Et ces personnalités-là sont des personnalités de premier plan quand il s'agit de mobilisation des militants. Et vous savez tous, la période dans laquelle nous sommes, nous sommes dans une période, dans une année électorale. Donc ces personnes-là sont des pions essentiels pour ce parti. Donc tout de suite, l'opinion... tire une conclusion qui est qu'il s'agit de les mettre sous l'éteignoir pour ne pas que le parti fasse véritablement le travail de mobilisation de ses militants. Et il y a l'épée de Damoclès qui est sur leur tête et qui va faire qu'ils seront sous le coup d'autres poursuites s'ils enfreignent à la loi. Donc du coup, l'opposition, notamment le PPACI, s'en trouve muselé. Ça fait premier point. Deuxième point, en fait, l'impression que ça me donne, et je prends au mot le premier responsable de l'OIDH que j'ai cité tout à l'heure, qui a dit que l'impression que ces jugements-là donnent, l'impression que ces réactions de ces acteurs judiciaires, l'impression qu'ils donnent, c'est que nous sommes dans un pays aujourd'hui, et cela part de plusieurs constats qui donnent l'impression qu'il y a des poursuites sélectives. Et en 2020, on a vu ici plusieurs faits et le procureur a été interrogé là-dessus par un confrère. Il a posé le problème du bac à verre. Jusqu'à aujourd'hui, son prédécesseur, Adou Richard, a dit que nous avons retrouvé le bac à verre, mais le responsable est en fuite.
Et dans le Gbaka vert, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes et le Gbaka vert était escorté au milieu de nos forces de l'ordre. Ils opéraient tranquillement. Après le Gbaka vert, il y a eu cette affaire d'appel contre une communauté religieuse. L'auteur qui a lancé cet appel contre une communauté religieuse qui a décidé de marcher pour la paix, de marcher les mains libres, cet auteur-là, il existe bel et bien, il n'a pas été poursuivi. Il y a eu plusieurs faits même dans l'administration où les différents procureurs de la République ici, dans notre pays, sont restés insensibles. Il y a eu des détournements dans l'administration, il y a eu l'affaire du fer. Les gens n'ont pas réagi. Il y a eu l'affaire des détournements de fonds dans l'administration au niveau du café cacao. Il n'y a pas eu de réaction. En conseil des ministres même, des responsables ont été directement cités comme des personnes qui se sont rendues coupables de mauvaise gouvernance et autres. Tout ça, quelques jours après, ces personnalités qui ont été démises ont été nommées encore dans d'autres administrations. Mais en fait, finalement, quand on regarde les deux tableaux, on se dit, il y a un clan qui est catégorisé, qui est poursuivi, et il y a un autre clan parce qu'ils appartiennent au bon parti, ou bien parce qu'ils appartiennent je ne sais pas, d'accord. au Donc, bon parti, et ces personnes-là sont exemptées de poursuite. Donc aujourd'hui, ça a une injustice totale qu'on observe. Et donc, il faudrait que ces acteurs de justice-là, le procureur de la République, ils jouent véritablement leur rôle pour une certaine stabilité, pour la cohésion dans notre société. Il ne faudrait pas que des Ivoiriens se sentent marginalisés, catégorisés, poursuivis parce qu'ils n'appartiennent pas au bon camp. Lansana Bakayoko, vous y voyez une main politique comme le dit le PPACI après cette condamnation? Pas du tout, pas du tout. Je regrette que ici on donne l'impression que cette décision de justice est une décision politiquement orientée pour nuire à un certain nombre de partis politiques. Le procureur a précisé au cours de sa conférence de presse, il a dit la qualité d'homme politique n'est pas une immunité. Et je crois qu'il est en train de... Cette manière de rendre la justice là va permettre de réguler au mieux la société ivoirienne, parce qu'il arrive d'un moment où certains pensent que quand ils sont devenus des hommes politiques, automatiquement ils s'exonèrent du code pénal. Ça ne devait pas être le cas, et je crois que le procureur fait bien d'être aujourd'hui la sentinelle, d'être le garant de l'ordre public. Et je pense que l'opportunité des poursuites appartient uniquement, exclusivement au procureur de la République. Il peut juger de l'opportunité de juger tel ou tel. Et il ne faut pas ici que nous nous basons sur la clameur publique ou sur des rumeurs pour incriminer des personnes de bonne moralité ou des personnalités qu'on ne veut pas voir sur l'échiquier politique. Qui a démontré qu'il y a eu des détournements dans la filière café-cacao en ce moment-là? Qui a démontré qu'il y a eu des détournements au fait? Pour le moment, c'est des rumeurs, c'est à l'étape de rumeurs. Et je crois qu'ici, nous n'avons pas le droit de nous rendre des colporteurs de rumeurs pour les mettre sur la place publique. Auquel cas, le procureur de la République n'aurait rien à faire chaque matin que de venir prendre des coupures de journaux ou de se promener sur les réseaux sociaux. Cher ami, vous ne devez pas parler de c'est moi qui ai la parole pour le moment. Puisque c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui ai la parole. Le DG du fait a été démis pourquoi? Vous aurez l'occasion de... Le DG du fait à l'époque a été démis pour quelle raison? Si on le laisse terminer. Je voudrais poser cette question puisque c'est moi qui ai évoqué cette question et il parle de comportage des rumeurs. C'est pourquoi je lui pose la question. Il va répondre et continuer. Moi, ce que je sais, c'est que pour le moment, je n'ai pas vu de rapport de la Cour des comptes qui dit que le fait, il y a eu des malversations. Maintenant, si tu en connais, tu peux me les montrer pour que j'aille les consulter également. Par ailleurs, il est évident que le PPACI n'est rien d'autre que la branche radicalisée, la branche fanatisée du FPI, qui ne rêve que de conflit, qui ne rêve que de conflictualité. Et ça, tout le monde le sait. Donc, pour moi, c'est l'occasion pour les membres du PPACI d'arrêter de rêver à une revanche où le 6 pourrait devenir le 9. Nous ne sommes plus à cette étape. Et vous savez très bien qu'il y a des gens dans ce parti qui n'ont jusque-là pas digéré le fait qu'ils aient perdu le pouvoir.
démocratiquement en 2010 et qui rêvent de revanche ou qui rêvent de revenir au pouvoir par des manières autres que des manières démocratiques. Et ça, c'est quelque chose à regretter. Et écolo, je voudrais ajouter qu'on peut psychanalyser ces gens-là très facilement, d'autant que vous avez vu, la fois dernière, quand le président Laurent Gbagbo est allé rendre visite aux populations d'Adiamé, il y a un des cadres, un éminent cadre, qui a lancé un lapsus lingué, mais qui en disait long. Vous savez, il a dit, le président Laurent Gbagbo, il appelle le président Laurent Gbagbo le président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un lapsus qui cache mal la volonté d'un certain nombre d'Ivoiriens, notamment qui se recrutent majoritairement au sein du PPACI, qui veut créer le désordre. Et pour moi, le procureur de la République doit protéger les Ivoiriens contre cette tentative, cette volonté imprescriptible de s'aimer le désordre dans le pays. Et donc, il est dans son rôle, il devrait continuer à être cette sentinelle de l'ordre public. Et pour moi, la décision qui a été prise, je ne la commente pas, le professeur l'a dit, nous n'avons pas le droit de commenter une décision de justice, mais pour moi, je fais confiance aux institutions de mon pays qui ont décidé que Damana Picasse, Hippolyte et Kwa Justin étaient responsables de l'attaque du bataillon projectable d'Abobo. Et donc, pour moi, la justice a été rendue et c'est quelque chose qui doit se multiplier pour dissuader tous ceux qui ont des vérités de déstabilisation. Docteur Bangali, est-ce qu'il faut lier ça à la question politique dont parlait tout à l'heure Sinclair Oula? Je pense en tout cas que le timing du dénouement, en tout cas en première instance du procès, est un timing un peu qui prête à polémique, tout simplement parce que nous sommes dans une année électorale. C'est vrai que pendant sa conférence de presse, le procureur de la République a eu à se prononcer puisque la question a été posée. Il a répondu que pour une affaire qui était jugée, une affaire criminelle, le temps d'instruction du dossier, donc les enquêtes, c'était relativement long pour qu'il ne puisse pas finir disons, avant l'année électorale. Il s'en est justifié, mais je pense que ça fait partie aussi, si vous voulez, des devoirs de la justice ivoirienne de travailler de sorte à rassurer donc, les justiciables, créer un climat de confiance. Nous sortons donc d'une crise en Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, a encore ses soubresauts à travers chaque crise électorale qui prend place chaque 5 ans. Et dans ce contexte où déjà l'environnement politique est chargé, disons, de soupçons à l'endroit du parti au pouvoir, je pense que ce n'était pas le lieu je ne sais pas s'ils ont accéléré la procédure ou en tout cas, ce n'était pas le lieu de faire ce procès, il n'y avait pas d'urgence. Ils pouvaient simplement faire en sorte que, pour éviter justement d'ancrer encore une fois dans l'esprit des Ivoiriens qu'il s'agissait d'un procès politique, de laisser l'année électorale passer. Et puis, quitte à ce qu'après l'année électorale, on puisse rouvrir le dossier et continuer jusqu'à ce que, on émette un verdict. Je pense que cela se comprend dans le sens où si la justice le fait, c'est dans l'esprit d'éviter de créer ce genre d'amalgame, justement sur lequel l'opposition est en train de s'appuyer pour contester le travail qui a été fait. Je pense que ce n'est pas l'objectif qui était recherché. Pourtant, c'est dans cette situation qu'on se retrouve aujourd'hui à cause du timing douteux de date qu'il y a aujourd'hui entre l'année électorale et le dénouement du procès en première instance. Professeur Koulibaly. Je suis un peu surpris par le lien qu'on veut établir entre un procès pour une affaire criminelle et une année électorale. Tout simplement, puisqu'il y a une année électorale, on suspend toutes les procédures judiciaires. Ce n'est pas cohérent. Le procès a commencé, je crois que ça date de 2021 par là. Donc c'est le procès, le verdict en première instance, c'est l'aboutissement normal. On ne peut pas suspendre les procédures judiciaires parce qu'il y a une année électorale. Et puis, à côté de ça, je voudrais ajouter, si on pense qu'il y a une intervention extérieure, le tribunal ne serait pas limité à une condamnation sans mandat de dépôt. Simplement, si Picasse et quoi Justin, s'ils étaient aussi dangereux que cela, c'était plus simple, celui qui fait le plus peut le moins. En les ayant condamnés, on peut faire remettre en même temps le mandat pour les enfermer, pour mieux les museler. Je pense qu'il ne faut pas lier les deux choses. Il y a eu un procès pour une action criminelle qui s'est déroulée conformément au texte, conformément au code pénal et qui est arrivé à son aboutissement aujourd'hui. L'élection, l'année 2025, est une année électorale. Picasse, je pense que le procureur a la responsabilité de veiller au respect de la loi. Il fait son travail, il défend l'intérêt de la société et si ces sanctions-là peuvent les permettre de se tenir tranquilles pour que les Ivoiriens vaguent normalement à leurs activités, ce serait tant mieux.
Saint-Claver ou là qui est bon, un petit sourire, peut-être apporter des précisions quand l'enseignant parlait notamment. Non, en fait, moi je suis un peu gêné parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et je vais revenir là-dessus. La justice est une justice pour tout le monde. Elle doit rassurer tout le monde. Vous savez, c'est vrai, le procureur de la République, il est le commissaire du gouvernement, mais en même temps, en tant que commissaire du gouvernement qui travaille pour l'ensemble des Ivoiriens, le procureur de la République aussi, son action doit être dirigée au profit de l'ensemble des Ivoiriens. Il ne doit pas être sélectif dans ses poursuites. Et les actions qu'il doit poser. Parce que vous voyez, le procureur Brahma, chaque fois quand il y a une affaire qui soulève des polémiques, il se sent obligé de se justifier, soit à travers une conférence de presse, soit au journal télévisé, parce qu'on l'a vu dans le cas du président Jacques Mangwa, le président du conseil régional. On l'a vu encore une fois de plus dans le cas de ces personnalités-là. Mais moi, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Bakayoko, si tant est que ces personnalités-là étaient dangereuses, qu'elles sont toujours promptes à déstabiliser le pays et autres, et qu'on les condamne, moi je me dis, pourquoi ne pas les placer sous mandat de dépôt et qu'on les laisse aller librement chez eux pour qu'elles soient toujours en contact avec leurs différentes filières qu'elles ont voulu utiliser, ou du moins Damana Picasse, puisque c'est lui qui est principalement visé dans cette affaire. Pourquoi on le laisse libre et puis il rentre librement chez lui? Pourquoi ne pas le placer sous mandat de dépôt? Voilà. En fait, le procureur, vous l'avez dit, il défend l'ensemble des Ivoiriens. Je suis d'accord. Il veille au respect de la loi, mais il représente toute la société. Et puis il défend les intérêts fondamentaux de toute la société. Pas d'un groupuscule. Ce qui est intéressant à savoir ici, c'est qu'il a fait son travail. Et pourquoi est-ce qu'on les sanctionne? Pour les actes passés. Le principe de la sanction, c'est ça. Et l'idée aussi, c'est de leur donner la leçon pour qu'ils se tiennent à carreau et qu'ils ne répètent plus les actes passés. Mais ce que je dois ajouter à ce niveau, pourquoi on les laisse libres? Parce que le procureur, en ce moment précis, estime que leur capacité de nocivité pour commettre ce type d'acte est peut-être amenuisée. C'est pas le procureur qui a décidé de les laisser libres. Non, c'est pas le procureur qui a décidé. Le procureur a acquis 20 ans. On s'est compris. En fait, je m'explique sur ce que mon confrère Bakayoko a dit. Il a dit que le PPACI est toujours dans la dynamique de déstabilisation des institutions, d'insurrection. On n'est pas d'accord. Voilà, c'est pourquoi je dis, si tant est que ces personnalités-là étaient ancrées dans de tels actes, pourquoi ne pas les placer sur mandat de dépôt et qu'on décide de les laisser entrer librement chez elles? Le tribunal estime que leur capacité de nocivité n'est plus aussi dangereuse que cela et qu'ils doivent être sanctionnés pour les actes passés. Simplement, c'est ce que... L'ancien maintenant pour terminer. D'abord, dire que le procureur intervient de façon intempestive, justifier des décisions que lui-même a orientées politiquement. Non, c'est pas vrai. Vous savez, il y a une décision du ministère de la Justice, du garde des Sceaux, qui est sortie et qui a demandé au procureur de la République d'expliquer les décisions de justice, parce qu'il y avait des gens comme vous qui passaient tout le temps à discréditer les décisions de justice, qui passaient tout le temps à incriminer les procureurs pour dire qu'ils sont... Donc, il y a une décision qui est sortie demandant au parquet, au ministère public, d'expliquer, en général, d'être au contact avec la population, de leur expliquer. Je pense que le procureur Brahma Koni ne fait que exécuter une décision de sa hiérarchie et qui est tout à fait normale parce que les populations ont besoin de savoir. D'autre part, vous dites Damana Picasse sont des... Non, il ne faut pas croire qu'ils sont en liberté parce que forcément, il va avoir le juge d'application des peines ou si vous voulez le juge de liberté va devoir les rencontrer pour voir les modalités d'aménagement de cette peine. Il ne faut pas croire que les gens vont aller à la manière que personne ne les regarde, qu'ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas cela. Je crois qu'il faut bien regarder la décision de justice. Oui, vous verrez bien. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que c'est l'épée de Damoclès
classe qui est Vous verrez bien qu'ils sont tous dans les les faits. Puis bon, moi, je ne pense pas que Damana Picasse et Justin soient aussi aujourd'hui nocifs. Et même sur le plan politique, je ne vois pas leur capacité de mobilisation parce que depuis qu'ils sont venus, ils ne font que lancer des invectives, ils ne font que appeler au désordre. Mais jusque-là, les populations ivoiriennes restent sourdes à ces appels parce que les gens ont compris qu'aujourd'hui, nous sommes dans la voie du développement, de la voie de la démocratie et qu'on a des moyens de s'exprimer qui ne sont pas le déchirage des bulletins de vote, qui ne sont pas les invectives, mais qui sont aller aux urnes et se prononcer dans les urnes. Je crois que les populations ivoiriennes ont compris ça dans une grande majorité, de sorte que Damana Picasse et Justin sont aujourd'hui au chômage politiquement, parce qu'ils n'ont plus d'objets, ils sont maintenant sans objet, parce que leur spécialité, c'est les appels au désordre. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus autistes à toutes sortes de désordres, et ça fait qu'ils sont au chômage, ce qu'ils n'acceptent pas. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont pris le relais dans leur camp. Je crois que c'est le moment d'interpeller ceux-là, de leur dire non, la République ne va pas céder sur le poids de quelques personnes qui, apparemment, n'ont pas compris la nécessité d'aller à la paix. Et ceux qui tiennent des propos, propos séduisants dans le camp du proche du pouvoir, parce que l'actualité, la plupart du temps, démontre aussi que le procureur doit aussi... le procureur, il veille au grain. Je ne suis pas l'avocat du procureur, lui-même, il est son propre avocat, mais j'ai dit que le procureur est en train de faire un travail formidable, un travail de sentinelle qui aujourd'hui permet aux Ivoiriens de dormir tranquille et de vaquer à leurs occupations. On ne va pas rester dans la belligérance perpétuelle, dans la bagarre continue, dans les invectives, parce que depuis que le PPACI est réapparu sous sa forme radicalisée, fanatisée aujourd'hui, il est évident que le champ politique s'est enrhumé, et ça c'est quelque chose que le procureur de la République devrait garder les yeux sur ce parti politique. De faire remarquer que vous n'aviez pas voulu faire un commentaire sur une décision de justice, mais finalement vous avez fait beaucoup plus. On va terminer avec vous, Dr Bangali. Je pense que de toutes les façons, tout à l'heure on relevait le fait qu'il n'y avait pas urgence à clôturer donc la procédure de première instance. Le temps de la justice, c'est pas le temps de la politique. Avant les élections, parce que le procès, comme le disait l'avocat de la défense, a été un procès. Il a utilisé les mots expéditifs. En l'espace d'une heure de temps, l'affaire a été rapidement pliée. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, en réalité, s'ils font appel, la procédure continue. Et donc, rien ne nous dit que en cassation, ou en tout cas jusqu'à ce qu'on arrive en cassation, toute cette procédure se fera avant les élections. Je veux dire, on a proclamé le verdict de la première instance avant les élections, mais si la défense fait appel, il y a la possibilité que finalement, en interjetant auprès des juridictions supérieures, finalement qu'on ait le dénouement final, certainement après les élections. Donc je pense qu'il n'y avait pas d'urgence de faire un procès en une heure dans ces conditions-là. S'il vous plaît, vous avez eu... D'accord, donc ce qu'on va faire. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence de donner le verdict, en tout cas de la première instance avant les élections. Parce que finalement, même si la justice a fait un travail... C'est la question du timing que vous avez évoqué il y a voilà, le timing finalement fait que ça jette un discrédit qui est, disons, dans la perception collective, qui existait déjà dans la perception collective des Ivoiriens, qui est réactivée donc par la manière dont les choses se sont jouées et donc cette coïncidence malheureuse, je pense qu'on aurait pu l'éviter. Alors, messieurs, c'est vraiment la dernière réaction. Parce que le temps de la justice, ce n'est pas le temps des politiques. Et ce serait une grave méprise si la justice devait s'arrimer aux désidérata des hommes politiques. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont entièrement, dans leur ensemble, à la justice ivoirienne, parce qu'aujourd'hui, ils savent que la justice est prononcée depuis belle lurette. D'autant qu'ils continuent de vaquer à leurs occupations, il y a droit et personne ne vient les perturber. Ça veut dire que nous avons une justice respectable qui doit être respectée et il ne s'agit pas de procès expéditif, il s'agit d'un procès exemplaire et qui doit servir encore d'exemplarité pour tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Je pense qu'on a trouvé la transition. C'est un verdict qui est aussi attendu là-bas dans ce pays, surtout à la fin du processus électoral, puisque la date est connue. C'est le 12 avril, la présidentielle au Gabon, mais beaucoup de zones d'ombre sur les candidatures. Davis Oyo. La date du premier tour de la présidentielle anticipée gabonaise aura lieu le 12 avril 2025. Un moment pour sortir de la période de transition dans laquelle le pays est plongé depuis le 30 août 2023.
Jusque-là, aucun candidat ne s'est déclaré. Un flou entretenu par le président de la transition, le général Oligui Nguema, et l'opposition. C'est dans ce contexte que plusieurs mouvements et associations, le mouvement Oligui Nguema 100% notamment, appellent à la candidature du général président. Un nouveau mouvement fondé par 24 députés, 8 sénateurs, des hauts cadres de l'administration, ainsi que des leaders associatifs et politiques. Il milite pour la participation du chef de la transition à la présidentielle prochaine. Pour l'heure, le président sortant reste silencieux, même s'il multiplie les actions sur le terrain. Une sollicitation qui contraste avec celle de la société civile et de certains leaders politiques gabonais. Ceux-ci demandent au président de la transition de respecter sa promesse, celle de remettre le pouvoir aux civils après avoir organisé des élections inclusives, crédibles et transparentes. Alors, d'abord aux spécialistes des relations internationales. Docteur Bangali, est-ce que c'est la fin de la transition au Gabon? Oui, bon, si on en juge en tout cas par le respect du chronogramme initial donné par le CTRI, il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies, mais aujourd'hui, ce qui, disons, suscite l'inquiétude et en tout cas qui entretient le flou, c'est que le président, sinon, bon, on peut l'appeler président de transition, le général Oligui Nguema s'était engagé au départ, en respectant donc un standard régional et international, de ne pas lui-même en même temps gérer une transition et de faire acte de candidature. Mais on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des différentes étapes, depuis le dialogue national jusqu'à l'étape de la proclamation de la date de la présidentielle, il y a qu'au niveau de la réforme constitutionnelle et du code électoral, disons que l'autorisation a été accordée par tous ceux qui voulaient être candidats, de l'être, y compris aux magistrats comme aux militaires. Donc, indirectement, la plupart des acteurs le soupçonnent de vouloir en même temps organiser les élections qu'il a promis être des élections de transmission de pouvoir aux civils et en même temps lui également tomber donc son treillis militaire pour prendre un vêtement civil pour participer à cette compétition. Et comme on le voit dans le cheminement habituel qu'on a déjà vu ailleurs, il a commencé dans son propos par affirmer qu'il n'était pas candidat. Ensuite, il a eu au nom de cela la légitimité pour conduire les différentes réformes. Et vers la fin du processus, il commence à entretenir le flou. Il ne dit plus qu'il ne veut pas être candidat, mais il considère qu'il n'a pas cette ambition-là, mais qu'il reste éventuellement avec une oreille tendue vers le peuple. Et on se rend compte que dans les jours qui ont suivi, en tout cas à l'approche de la date indiquée depuis le 8 février, il y a un mouvement dénommé 100% Oligui Nguema qui disons, a émergé et qui porte l'idée d'une candidature suscitée au niveau de la population pour amener le général à continuer donc la réforme qu'il a engagée, qui ne pouvait pas finir dans les 2 ans qui avaient été fixés à la transition. Ça fait que, disons que les opposants qui s'étaient tenus à l'écart, je parle notamment de Albert Ondo Ossa, qui a eu l'intelligence de se tenir loin de cette transition, sortent donc de leur silence pour relever le fait que... Jusque-là, elle est convaincue de sa victoire. Bon, je pense que c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, il est question de qui va gagner les prochaines élections. Et il considère qu'à partir du moment où le CTRI ne respecte pas ses engagements initiaux de ne pas s'impliquer dans la compétition électorale, tant qu'il ne renonce pas, les élections d'avril n'auraient pas lieu parce qu'il considère qu'il part sur le principe du même système qui essaie de se recycler à travers des élections qui seront forcément des élections qui vont manipuler forcément des résultats des urnes. C'est un clavier ou le flou commence déjà autour de cette candidature ou non? Il y a le flou autour de la candidature du président parce que la charte de la transition et le code électoral ont défini ouvertement que les acteurs de la transition ne doivent pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous voyez, or lui, il est le principal meneur de cette transition. Mais en même temps, le flou aussi existe parce que cette charte de la transition, le code électoral, on dit ouvertement que les acteurs qui ont 70 ans et plus sont d'office éliminés, qui ne devaient pas se présenter. Or, il y a des figures de proue
de l'opposition gabonaise bien connu, comme il a cité tout à l'heure Ondo Ossa, celui qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce que Oligui fasse son coup d'État, revendiquait la victoire face à Bongo. D'ailleurs, après le coup d'État, il attendait à ce que les militaires lui redonnent. Absolument. Et lui aujourd'hui, il a 71 ans. Jean Ping, donc il est un peu dessus de la transition. Voilà. Jean Ping a 83 ans et l'actuel Premier ministre qui est responsable des partis politiques, lui, il a 70 ans. Sauf Oligui qui, en mars prochain, aura 50 ans. Donc lui, vous voyez, ils ont déjà verrouillé le système, si bien qu'aujourd'hui, la personne qui sort véritablement la tête de l'eau et la personne pour laquelle aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée nationale mène ouvertement campagne, c'est Oligui. Donc aujourd'hui, avec des mouvements de soutien, avec les campagnes médiatiques dans les médias nationaux et internationaux, c'est Oligui Nguema que tout le monde sollicite pour qu'il tronque, comme il a dit tout à l'heure le professeur, pour qu'il tronque son treillis pour prendre un costume civil afin de se présenter à cette élection. Mais en même temps, cela pose un problème qui a été vraiment convenu entre les Gabonais, qui est que est-ce que Oligui Nguema n'a pas joué de stratégie pour écarter les différents opposants, les têtes de proue et autres, pour se positionner? D'accord. C'est ce que dit l'opposition qui estime qu'Oligui Nguema s'est taillé un projet pour son élection. Réaction, Lansine Bakayoko? Oui, manifestement, on voit bien que les conditions d'éligibilité, c'est le portrait robot du président Oligui Nguema et de lui seul d'ailleurs, parce que comme Oula l'a dit, aucun autre protagoniste, j'allais dire aucun autre opposant ne rentre dans ce moule de la nouvelle charte qui permet, qui définit les conditions d'éligibilité. Donc, effectivement, la Constitution a été taillée sur mesure. Mais vous avez posé la question, mais pourquoi le flou artistique autour des candidatures? Mais c'est un flou artistique, un flou entretenu, un flou qui est embelli, dont on sait démêler le foin de jeu. C'est clairement un flou qui est artistique, qui est entretenu. Donc, pour moi, Oligui Nguema a envie de se succéder, à lui-même, on va dire. Il veut, après la transition, il veut que ce soit Oligui pendant la transition, Oligui après la... Je pense que le tour est déjà joué. Le tour est déjà joué, d'autant qu'il a réussi quand même à casser le PDG, qui est le parti dans lequel lui-même il a été moulé durant toute sa vie publique. Avec les bongos, aujourd'hui, le PDG est cassé. Il y a une dissidence qui veut faire cavalier à pas et il y a l'autre dissidence qui va aller appeler à voter pour Oligui Nguema. Et puis, vous avez vu qu'aujourd'hui, en dehors de Béli Bézé, qui, lui, objectivement, peut être candidat, l'ancien Premier ministre, qui était porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, en dehors de lui, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui peuvent prétendre être de la classe politique. Mais moi, ce qui me désole, c'est la situation du Gabon, parce que j'ai l'impression que c'est un pays dont on disait qu'il était sous l'emprise de la corruption, au moins de la corruption politique, mais il est évident que l'arrivée du CTRI et de Oligui Nguema, qui avait donné de réels espoirs pour que ce pays soit aseptisé de la corruption que les Gabonais décriaient, il est évident que cette corruption continue d'avoir pignon sur rue dans ce pays d'à peu près 4 millions d'habitants. Donc, pour moi, Oligui va se succéder à lui-même et c'est de bonne guerre. Je ne pense pas qu'il ait pris tout ce risque pour enlever un régime presque soixantenaire pour pouvoir céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'était un énorme risque qu'il a pris avec Mavumbi. Donc aujourd'hui, je suis convaincu qu'il est dans la logique qu'il a animée depuis le premier jour du coup d'État et qu'il va chercher à se maintenir au pouvoir et même s'éterniser pour faire exactement comme ce qu'il a appris, c'est-à-dire s'éterniser au pouvoir comme les Ali Bongo l'avaient projeté. Professeur Koulibaly, est-ce que ce sera le général Oligui avant et le président Nguema après? Oui, je pense que tout est mis en place pour aboutir à cette conclusion.
depuis le processus électoral interrompu en 2023, il a essayé de se donner une posture de chef de jeunes fréquentables. Il a un fait inédit, il a fixé un cap de la transition qu'il a accéléré. En général, les gens rallongent les transitions. Lui, chez lui, c'est parce que c'est vraiment inédit. C'est la seule fois où un régime, il dit la transition finit en août, et tout à coup... Mais ça crédibilise ou pas? Oui, mais ça relève d'une stratégie de court-circuitage de l'opposition. Professeur, il faut doucher un peu ton enthousiasme, parce qu'il a fait, si c'est très bien que si les populations gabonaises ont commencé à en avoir marre de sa gouvernance, et que s'il prolonge la transition, il peut être désavoué à nous. Donc il essaie de court-circuiter pour garder son estime auprès de la population. C'est vraiment stratégique. Il me arrache la parole pour utiliser mon mot court-circuitage. C'est ce que je suis en train de dire. Vous dites la même chose que vous. Ok, bref. Mais continuez quand même. Il raccourcit le délai de la transition. Et puis en même temps, le communiqué du Conseil des ministres de la semaine dernière a réaménagé même le calendrier scolaire pour que tous les acteurs puissent participer à l'élection. Dans le même temps, aucune déclaration de candidature. Mais ce qui est là où ce qui m'apparaît comme une quasi-déclaration de candidature, c'est l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Et il répond aux journalistes que ah oui, vous m'informez que je suis candidat, je n'ai pas encore pris une telle décision. Et puis en même temps, il dit mais si les Gabonais estiment que j'ai fait un bon travail et que ceci est intéressant, j'aviserai. Tout est dit finalement. C'est le mode opératoire habituel. Donc en fait, un chef de junte restera toujours un chef de junte. L'idée, l'armée fait élection au pouvoir, c'est d'organiser les choses, de tailler les choses à leur mesure et de tronquer ensuite le treillis pour rester dans les salons feutrés et fuir les fronts militaires, comme ça se passe à côté de nous ici. Oui, c'est vrai. Et effectivement, moi, je rejoins Bakayoko quand il disait tout à l'heure que pendant encore qu'il y a son estime au sein de la population, il court-circuite, c'est le mot qu'ils ont prononcé. Effectivement, je pense que Oligui a pris le pouvoir au moment où la majorité des Gabonais en avaient marre du régime des Bongo, c'est-à-dire des successeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'opposition face à son éventuelle candidature. Il n'y a pas de voix qui s'élève. Mais si l'opposition se prononce et dit vraiment contre. Je veux dire, ça ne passe pas véritablement. Ça ne passe pas véritablement. Même Rémi Yama, qui vient de créer son parti, il a dit, qui est le président de l'une des centrales syndicales au Gabon, il a dit que lui, parce qu'il sentait un flèche entre Oligui et le PDG. Il a dit que si Oligui doit être candidat du PDG, lui, il n'apporte pas son soutien à Oligui. Donc, du coup, je veux dire, aujourd'hui, Oligui, s'il doit se présenter, il se présente en tant que, comme on l'a vu ici chez nous, le candidat du peuple. Voilà, il se présente comme le candidat du peuple et à ce niveau, c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir l'assentiment de la majorité des Gabonais. Oui, alors dans ce projet, c'est un retour en principe des civils au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui va se passer après ce que nous sommes en train de constater, Dr Bangali? Je pense que, qu'est-ce qui va se passer après sa tentative d'organiser des élections auxquelles il participe? On ne peut pas le dire à l'avance, seulement on peut constater aujourd'hui que sur le chemin de la réalisation de ses ambitions cachées, il y a essentiellement, je dirais, deux obstacles. C'est vrai qu'on a relevé le fait qu'au niveau de l'opposition politique, il y a une sorte de levée de bouclier des différents leaders de l'opposition, notamment Albert Ondo Ossa, qui, étant disqualifié par le nouveau code électoral de la Constitution, s'est prononcé dans le sens de faire le nécessaire pour que cette élection n'ait pas lieu. Mais au-delà de ça, il faut savoir que M. Oligui Nguema, quand il arrivait à la tête du Gabon, dans les circonstances qu'on sait, bénéficiait d'un certain enthousiasme au niveau populaire. Enthousiasme aujourd'hui qui est érodé par la crise énergétique qui traverse le Gabon, parce que le Gabon est un petit pays qui consomme à peu près 1000 mégawatts d'électricité par an. Et aujourd'hui, à cause, au niveau de la SCG, dont la compagnie nationale de production d'électricité, qui a été incapable de refinancer l'entretien de son matériel et de sa capacité de production,
on se retrouve à pratiquement seulement 700 mégawatts, donc un peu moins de 700 mégawatts, et le pays aujourd'hui est soumis à une situation de délestage qui entretient la colère populaire à l'encontre de quelqu'un qui hier a été applaudi comme un libérateur. Dans les médias, on s'est rendu compte il y a quelques jours même qu'un influenceur qui a filmé des images de l'hôpital général de Libreville qui était plongé dans le noir pendant l'une de ses nombreuses coupures d'électricité, il a été carrément arrêté et jeté en prison avant d'être relâché plus tard. Donc, il y a une sorte de clameur publique qui commence à enfler déjà, qui fait que, disons, l'enthousiasme dans lequel il s'est installé est en train sérieusement de s'éroder. Il espère pouvoir régler ça par une gouvernance autoritaire, donc en prenant des sanctions, en intervenant au travers donc, de ses porte-paroles. Il a notamment accusé le fait qu'au niveau d'une de leurs bases de la SCG, il y a eu des sabotages et tout. Donc, pour rejeter la responsabilité de ces échecs-là, soit sur le régime précédent ou en tout cas l'incompétence des agents, mais de manière claire, aujourd'hui, il avait un crédit de confiance, d'enthousiasme qui, au fur et à mesure que le temps donc se rallonge, est en train d'être sérieusement érodé. On se demande qu'est-ce qu'il en sera quand on sera en avril avec cette situation de délestage et en tout cas de la montée d'une telle déception au niveau des couches populaires les plus défavorisées. Professeur Coulibaly, il avait pourtant promis le retour des civils au pouvoir. Est-ce que ça va tenir encore? Oui, mais lui-même, il devient civil puisqu'il laisse tomber le treillis. Il devient civil. Il ne l'a pas encore dit. Il va démissionner. Non, ça va venir. Certainement qu'il démissionnera de l'armée, il se fera élire. Ce qu'il faut noter, c'est l'opposition s'est organisée autour d'Ensemble pour le Gabon, mais cette coalition peine à prospérer parce que simplement j'ai l'impression que cette coalition a un agenda qui est articulé, qui attend ce que l'Église se décide ou pas. Okay. Et c'est ça la difficulté. Et il aurait été intéressant pour cette opposition de s'organiser, de formuler un projet et de le proposer aux Gabonais pour essayer de peser dans le débat. Et puis, même si ce qui est fort probable de braquer l'élection, ils auraient le temps de peser dans l'opinion pour essayer, parce qu'en fait, l'opposition, on ne sait pas pour nécessairement accéder au pouvoir, mais le fait qu'une bonne opposition existe dans un pays, ça contraint les gouvernants à une meilleure gouvernance, à de meilleures pratiques, pour essayer de faire avancer le Gabon et sortir le pays de cette léthargie économique. C'est vraiment ce qu'il faut peut-être pour que l'opposition puisse jouer son rôle et contribuer quelque part à l'essor du pays. L'ancien Bakayoko, est-ce que l'opposition, justement, pour reprendre les mots du professeur, peut jouer son rôle et surtout revenir au pouvoir? L'opposition n'a pas les moyens de jouer le rôle que lui confère aujourd'hui le professeur Nanourgo. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, les contradicteurs de Oligui n'ont pas les moyens pour le mettre à nu. Non, parce qu'il y a une campagne de diabolisation tous azimuts qui s'est opérée contre le PDG qui en réalité aurait dû être la vraie opposition, d'autant que les autres membres de l'opposition sont rentrés dans le gouvernement d'union nationale, ou si vous voulez le gouvernement de coalition, qui est aujourd'hui au pouvoir. L'un des principaux opposants, c'était Donsima, qui est aujourd'hui Premier ministre, et Ona, qui est vice-président du Sénat, qui étaient les vrais opposants, et Maïm Moussi, qui sont tous dans le gouvernement. Ce qui fait que aujourd'hui, toute l'opposition qui était une opposition significative, une opposition forte, tout cela était des anti-Bongo et qui sont rentrés au gouvernement parce que c'était comme une sorte de retrouvailles de foi autour d'un festin qu'on a eu après la guerre contre les Bongo. Donc aujourd'hui, les Bongo qui sont restés, qui doivent constituer la nouvelle alternative, sont aujourd'hui complètement discrédités. Et comme je le disais tout à l'heure, ils sont aujourd'hui cassés en deux. Donc en réalité, Oligui, qui est aussi membre, même s'il est militaire, il est né dans le PDG, donc il est en plein recyclage pour troquer sa vareuse pour devenir homme politique. Et là, c'est évident, c'est tout à fait clair. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui qui soit réaliste. Je n'ai pas dit crédible, mais je dis bien réaliste face à Oligui Nguema, d'autant que l'opposition classique elle-même, elle n'existe vraiment plus. Et l'opposition qui reste, c'est le PDG qui est aujourd'hui une coquille vide, qui n'a pas l'assentiment des populations, parce que les populations ont une réminiscence du passé du PDG qui n'a pas toujours été un passé glorieux. Alors, Saint-Claver, là qu'on n'a pas suffisamment entendu, c'est un flou clair. Oui, le flou, il est clair et je rejoins effectivement Bakayoko. Le flou, il est clair. Le PDG avait face à lui des partis de l'opposition qui aujourd'hui
certains leaders apportent leur soutien à Oligui et qui veulent aujourd'hui que Oligui se positionne comme président. Jusqu'à présent, le Premier ministre, il demeure encore à son poste, il est leader de partis politiques. Absolument. Et on parle d'élection. On ne sait pas, il n'a même pas encore démissionné. Il n'évoque même pas ce sujet. Or, il est responsable des partis politiques. Jean Ping, c'est vraiment, on ne le voit pas être bouillant comme par le passé. Il est claquemuré aujourd'hui. Vous voyez, même s'il est forclos du fait de son âge, au moins son parti politique existe. Il aurait vraiment battu truc. Mais personne ne réagit. Et même ceux qui devaient s'opposer véritablement à Oligui, comme par exemple le syndicaliste, le bouillant syndicalisme Rémi Yama, il dit, bon, je crée mon parti, mais je conteste la relation incestueuse qu'il y a entre Oligui et le PDG. Tant que Oligui sera avec le PDG, moi, je ne lui apporterai pas mon soutien. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a un flou, mais de ce flou-là émerge le président. On voit bien clair dans l'affaire. Et moi, je pense que c'est un mauvais signal pour la démocratie africaine que des militaires prennent le pouvoir et qu'ils viennent s'installer au pouvoir par des moyens parfois dolosifs, parfois des simulacres d'élections. Je pense que cela est diriment pour la démocratie africaine. Merci Lansine Bakayoko, professeur Nanougo Koulibaly, merci docteur Bangali, merci Saint-Claver Oula, merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.